vous avez une digue, hein, et cette digue, elle est moderne, elle date de 1920. Derrière ça, il y a ce qu'on appelle en langage algonquin le grand fleuve. Et le grand fleuve en langage algonquin, c'est Mississippi. Alors, ici, on est en territoire franco-créole. Pourquoi franco? Parce que les Français sont ici depuis 1650 et le premier gouverneur a été nommé en 1701, M. de Bienville. Ici, donc, c'est entièrement une région qui parle le français et donc créole. Et qu'est-ce que ça veut dire créole ici? Ça veut dire né en Louisiane, qui parle le français et généralement qui est de foi catholique. Ça transcende les races et les ethnies. On peut être créole blanc, créole noir, créole métis ou même créole amérindien. Alors, ici on a parlé français pratiquement jusqu'en 1920 où à ce moment-là, les autorités ont décidé d'interdire, ou peut-être pas d'interdire, mais de ne plus enseigner le français dans les écoles et de faire en ce que tous les documents soient maintenant en anglais pour s'assimiler aux anglo-protestants. Ça revient maintenant puisqu'on a des écoles en français, un lycée, etc. Donc ici, on est sur une plantation créole. C'est une des premières plantations de canne à sucre. La canne à sucre, elle a été introduite en Basse-Louisiane en 1795, où un planteur à la Nouvelle-Orléans est arrivé à granuler la molasse en sucre. Et donc, à ce moment-là, ça a fait que de nombreux planteurs ont décidé de développer la canne à sucre. Surélevée pour la protéger des inondations du fleuve, elle a été construite par des esclaves sénégalais. Ça s'appelle une maison de 30 poutres porteuses en cyprès des marécages. Les toits sont entièrement en cyprès et la raison en cyprès, c'est parce que comme ça, c'est pas sujet à la pourriture et aux termites. Et les couleurs sont typiquement des couleurs pourpres comme on voit dans le sud de la Floride ou dans les Caraïbes. Alors on va raconter ici l'histoire de... On va raconter en fait pas l'histoire du sud, de la canne à sucre, mais l'histoire de cette plantation. Et cette plantation, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle a été établie et gérée par des Français créoles et des Français. Et ça fait sa particularité. Et la personne, alors il y a une personne qui a écrit l'arrière-petite-fille de ceux qui ont établi, Laura, elle a écrit l'histoire de sa famille. C'est une histoire un peu romancée parce que comme elle a commencé, comme elle était petite fille, je pense que ses parents ont simplement voulu lui raconter ce qu'eux voulaient lui raconter. On a retrouvé des documents qui ne correspondaient pas tellement à cette histoire un petit peu rose. Et surtout, on a eu des documents par les esclaves, et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'elle a raconté. De l'arrière-grand-mère de cette dame qui s'appelle Laura, qui a écrit ce livre. Et c'est elle. Elle s'appelle Anne Prudhomme, elle est française, plutôt elle est créole parce qu'elle est née en Louisiane. Et elle est née dans le centre de la Louisiane. Ses parents et grands-parents sont des planteurs de coton et de tabac, parce que c'est ce qu'on plantait dans le nord. Et son arrière-grand-père avait été militaire français au Canada et descendu pour établir des plantations. Elle rencontre en 1788 ce monsieur. Lui, il est français, militaire français de Normandie. Il est venu avec les troupes de l'amiral de Grasse pour combattre les Anglais.
pendant la guerre révolutionnaire. Et il a été nommé gouverneur d'une place dans le centre de la Louisiane. En 1803, manque de peau pour ce monsieur, Napoléon vend la Louisiane aux Américains et donc il se retrouve sans travail. Il décide d'établir une des toutes premières plantations de canne à sucre en Amérique. Et donc ils descendent sur les rives du Mississippi et ils établissent cette plantation. Ils achètent 35 hectares et ils auront 17 esclaves. Et ils y viennent donc en 1805, ils auront 3 enfants, les voilà, Louis, Flagy et Elisabeth. L'image là derrière vous, c'est l'image des plantations de canne à sucre 2 ans avant la guerre de sécession. À ce moment-là, il y en avait 400. Et ça a rapporté tellement d'argent que pratiquement 50 ans après, il y en avait 400. On va passer. Alors, ils établissent donc cette plantation dans les marécages. Vous êtes nouveau? Bonjour, oui. Vous êtes français? Il est en retard. Il y a Jay qui nous a... 3 minutes. Il nous a fait un débrief de... Comme la SNCF, toujours en retard maintenant. Je suis français, je le sais. On l'a mérité. Alors, ils établissent donc cette plantation de canne à sucre en 1805, ils défrichent, ils construisent cette maison, et juste au moment où ils vont avoir la première récolte, lui, il meurt du choléra. Choléra, vous allez voir, ça se répète dans cette famille, je vous le dis tout de suite, tous les hommes meurent du choléra. Dès la mort de son mari, en 1808, alors que sa fille a 13 ans, de la former pour que ça soit elle qui devienne la maîtresse de cette plantation. Et donc, elle la forme et elle attendra l'âge de 25 ans avant de penser même à se marier. Ses frères ne valent pas grand-chose et elle et sa mère, ce sont les pièces, les piliers, exactement. Alors quand même en 1821, elle va à la Nouvelle-Orléans et elle rencontre ce jeune garçon qui s'appelle Raymond Locoul. Lui, c'est un fils unique. Ses parents ont des châteaux dans le Bordelais et il est là pour vendre son vin. Et elle, alors il lui fait la cour et en moins de 6 mois, il se marie. Et elle amènera en dot 7000 piastres, qui est l'équivalent à l'époque de 1 demi-million en or, et qui était une somme considérable. Et pourquoi considérable? C'est parce qu'on gagnait tellement d'argent avec la canne à sucre. Mais elle lui demande en contrepartie que lui donne donc toute sa fortune dans le Bordelais. Parce qu'elle a une petite idée, elle se dit, on ne sait jamais, ici c'est insalubre, il y a le choléra, il y a la malaria, peut-être que je pourrais tout vendre et laisser ça à mes frères, et hop, je m'en vais vivre en France. Très bonne idée, ça ne marchera pas forcément comme ça. Et ça tient comme ça à peu près depuis 200 ans. Nous aussi, on a besoin de chevilles porteuses. C'est rabateux. C'est sûrement l'original. Les gars de la gare supérieure. Il y a du beau monde. On voit des chaînes immenses. Si tu as un arbre qui... C'était le prestige, c'était quoi la raison d'avoir des chaînes gros comme... Ben, aujourd'hui, ils sont gros, mais c'est des rangées de chaînes ou tout Les ça. filles, je l'ai étudié d'abord. Ah, mais on est les seuls Français, il n'y a que des Canadiens. Hein? On est les seuls Français, il n'y a que des Ah oui, Canadiens. oui, oui, non, vous avez remarqué l'accent. Vous avez compris? Oui, ça. Monsieur est de Marseille. Et c'est pas du tout comme autant on emporte le vent, elle n'est pas superbe. Il y a 2 raisons pour ça. D'abord, c'est une ferme française. Et si vous connaissez les fermiers français, ils n'étalent pas leur fortune.
on ne montre pas son argent. Ça ne se fait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ici, c'est maintenant une société et les gens ici, ils travaillent. Et ils ne vivent pas ici toute l'année. Ils plantent au mois d'avril, mars-avril, le riz, il y a 2 récoltes, la canne à sucre qu'on transforme en mollasse, qu'on envoie à la sucrerie, qu'on met sur les bateaux et qu'on envoie comme ça. Alors, toute cette maison, elle mesure 1600 mètres carrés, c'est quand même pas mal, mais toutes les familles habitent ici. Et non dans des appartements, il n'y a pas de hall, et non seulement elles habitent toutes ici, mais chacun a des esclaves particuliers. Ils sont entièrement les uns qui habitent d'ailleurs dans la maison, les uns sur les autres, totalement intégrés. Les esclaves parlent le français, comprennent tout, sont intégrés, mais bien entendu, pas égalité. Hein, c'est intégration, pas égalité. Alors donc, on vend au mois de décembre, quand on a mis le sucre sur les bateaux, les grands péniches, on les amène à la Nouvelle-Orléans, et là on les vend, on fait des liens commerciaux, on a chaque famille a des beaux hôtels particuliers, où là ils montrent vraiment leur fortune, il y a les grandes fêtes, le carnaval, mercredi des cendres, on dessoule. Alors on va aller voir le premier qu'on avait vu, il y avait 2 frères, il y avait Louis, ensuite il y avait Flagy et Elisabeth. L'aîné, on va le voir sur Louis. Alors Louis c'était l'aîné. Mais avant que son père meure, Louis il est un petit peu comme son père, c'est-à-dire c'est un garçon belliqueux, et il a 17 ans, qui a des querelles sans arrêt avec tout le monde, et on l'appelle le cracheur de feu. Et pour le dompter, ses parents l'envoient à l'Académie militaire de Bordeaux, pour le dompter. Et lui, il va rester, alors on est en pleine époque napoléonienne, donc il s'habille comme les soldats, mais il n'a pas besoin de faire la guerre. Et il va rester là de 1807 à 1812, il va épouser une jeune femme, et il n'y a plus personne. C'est pas la même phrase. C'est un appartement tout petit. Et pourtant, ils vivent ici depuis du mois d'avril, pratiquement jusqu'au mois de décembre. Ils travaillent tous ensemble, mais ils vivent ici. Pardon. Allez-y. Poussez-vous. C'est un chef. C'est un shake. Les Français ont le droit de rentrer. Alors, oui. J'ai dit qu'en 1812, donc, allez-y, en 1812, il se marie, Louis, avec cette jeune femme, et en 1814, ils auront une petite fille. Mais aussi en 1814, en France, ça tourne mal pour l'empereur Napoléon. Et figurez, on ne va jamais pouvoir la marier. Alors il décide de partir en France, toujours à Paris, pour trouver un médecin spécialisé qui va la guérir. Et ce médecin lui fait toute une série de piqûres et elle en meurt. Ces séries de piqûres étaient des séries de piqûres à l'arsenic. Et c'était pas très bon. Alors ils sont terrassés de douleur. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 versions de sa vie. Là, il y a la version que Laura a écrite, et il y a la version que les documents historiques montrent. Moi, je suis un historien, je préfère la version historique, mais enfin, vous verrez bien. Alors, Laura, elle dit que son oncle, c'était un homme timide, qui aimait rester à la plantation, qui adorait sa jeune épouse, Mercélite, et qui a géré donc les affaires quotidiennes de la plantation pendant que sa femme gérait les affaires des esclaves de la maison. Et quand Mercélite meurt, Flagy est désespéré,
et ira vivre à la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est la version Laura. Les documents historiques montrent que ce monsieur, c'est un monsieur qui est sournois. Il est sournois, il est comme son frère et son père, extrêmement violent et cruel envers les esclaves, et qu'il délaisse sa femme très rapidement. Il va faire fortune à la Nouvelle-Orléans, où il deviendra un des hommes les plus riches de la Nouvelle-Orléans. Il sera usurier, il sera banquier, il achètera, il vendra des esclaves, et il sera extrêmement riche. Et donc tous les deux, ça c'est vrai, ils n'auront pas d'enfants ensemble. Mais ça ne veut pas dire que ce monsieur, il n'aura pas de descendance. Et on va le voir dans les cases d'esclaves. Vous croirez à la version que vous voudrez. La voilà donc Élisabeth en 1880. Ça c'est ce qu'on appelle un daguerreotype. C'est une photo peinte. Vous voulez bien fermer les portes? Et en 1800, elle n'a pas une tête très gaie. Et en 1880, elle a perdu tous les siens. Ses parents, donc, bien entendu, ses frères, tous aux alentours de 1850 et quelques, son mari, Émile, qui est mort également en 1852, et même son fils. Et donc, elle a aussi connu la fin de la guerre de sécession. Ce n'est pas des choses qui vous rendent très gai. Et puis aussi, en 1880, c'est elle qui a dirigé seule cette plantation, qui est en fait une des plantations les plus riches du sud de la Louisiane. Alors, elle aura deux enfants, elle aura eu Émile et Aimé. On va d'abord parler de Aimé. Aimé, elle a réussi quelque chose que sa mère n'a pas réussi, c'est-à-dire de partir en France, parce que Aimé, elle a épousé un Français, un aristocrate français, il s'appelle Yvan de Lobel-Mailly. Il est, tout aristocrate qu'il est, il est ruiné. Et il va s'empresser de dissiper la fortune de sa femme en achetant une plantation ici, qui s'appellera l'Obélia, un bel hôtel particulier à la Nouvelle-Orléans, un autre hôtel particulier à Paris, et ils vivent entre Paris et la Nouvelle-Orléans. À côté de ça, il y a Émile, qui lui est le fils aîné. Émile, lui, sa mère, elle a toujours dit que c'était un garçon sensible. C'était pas un compliment à l'époque de dire qu'un homme était un garçon sensible. Et tout jeune, il a voulu émanciper les esclaves, ce qui va à l'encontre de tout ce que Élisabeth pense. Et pour la guérir, elle va l'envoyer à l'Académie militaire de Bordeaux, mais on est en 1835. Et lui va décider de rester en France pendant 20 ans. Et il connaîtra donc les deux dernières révolutions françaises qui les amènent à la Deuxième République. Et donc c'est des valeurs républicaines, anti-esclavagistes. Et en fait, elle ne veut pas que lui revienne, parce qu'elle complote avec son autre fille de la chose suivante. Il ne va pas revenir à la plantation, il ne se mariera pas, il n'aura pas d'enfant, et comme ça on pourra vendre la plantation et partir en France. Manque de peau, il revient en 1855, il dit à sa mère, moi je vais émanciper les esclaves, alors elle dit, non, ça va pas, si tu fais ça, je vais te déshériter. Petite bagarre, on est en 1855, 5 ans avant la guerre de sécession. Il va se marier avec une jeune femme qui est là, Désirée Archinard,
dont les parents sont des Suisses de Genève et qui partagent ces idées libérales. Et ils auront 3 enfants. Laura, née le 24 décembre 1861, Georges en 1864 et Noémie en 1868. Donc, pour Élisabeth et Aimé, toute cette idée de vendre la plantation est ruinée, également pour une autre raison très importante. On est le 24 décembre 1861, la guerre de sécession a commencé, on ne peut pas vendre une plantation avec 200 ou 400 esclaves, hein, comme ça. Et maintenant, on va parler donc 24 décembre 1861, la naissance de Laura. On va parler d'elle dans la chambre d'à côté. Avoir une question pour vous. Une question pour les Français d'ailleurs. Les Français qui savent tout. Le 24 décembre 1861, c'était quel le nom du président à la Maison Blanche? À quelle année? 1861. Lincoln. Les Français savent tout. Abraham Lincoln, exactement. Sauver la vie. Hein. Et quand Laura meurt, le président, ça sera John Kennedy. Elle aura vécu 102 ans. Elle a connu la fin de la guerre de sécession, Première Guerre mondiale, la Révolution russe, la Deuxième Guerre mondiale, elle aura tout vu. Plutôt le gars. Pas de problème, j'ai pas le coronavirus, je vous signale. Alors, elle est née, Laura, dans une famille. Son père et sa mère sont anti-esclavagistes. Et pourtant, sa grand-mère est ultra-esclavagiste. Elle est cruelle et ses oncles étaient cruels et violents envers les esclaves. Et elle nous raconte des anecdotes. La première, c'est qu'elle est là, elle doit avoir 3 mois sur les genoux de sa maman. C'est des vraies photos, ça, c'est ça? Hein? Ça, c'est des vraies photos, oui. Prises probablement donc en 1862. Et elle entend crier sa maman, Désirée, elle entend crier dehors, elle s'approche et elle voit un bébé tout seul par terre. Et elle se approche encore et elle voit une charrette avec un négrier qui emmène une jeune esclave ligotée et Élisabeth qui compte ses sous. Et elle va voir donc son mari et elle lui dit, elle comprend la situation, elle dit Émile, c'est votre mère qui est en train de vendre Anna sans son bébé. Qu'est-ce que vous feriez si c'était Laura qu'on nous arrachait des bras? Et donc Émile va voir sa mère avec qui il ne s'entend pas, il lui dit vous ne pouvez pas faire ça. Plus de ça, on est en début de la guerre de sécession. Et comme public relations, c'est pas très bon. Et elle lui dit, Élisabeth lui dit, écoutez mon fils, ce sont mes nègres et j'en fais ce que je veux. Et elle rentre chez elle. Émile rachètera Anna, la petite, avec le bébé, l'intégrera dans la maison et l'émancipera. Ça sera l'unique, sur 400 esclaves, ça sera l'unique esclave qui a jamais été émancipé sur cette plantation. Et elle va l'intégrer ils vont l'intégrer à la famille. Et quand Laura se marie en 1892, Anna fera partie de la famille. Et sur les notes de mariage, on met Anna faisant partie de la famille. On a restauré cette maison en 1974 et on a donc inclus quelque chose qui est très agréable quand il fait chaud, c'est la climatisation. Je laisse les Français prendre des photos, il paraît qu'ils veulent racheter la plantation. Donc il faut être... Alors, donc, la guerre de sécession, elle commence en 1860. C'est une guerre que les créoles n'ont pas voulu. Et dans laquelle ils sentent qu'ils n'ont rien à voir. Parce que les créoles, ce sont des gens d'origine française qui habitent
ici, qui parlent français et qui sont de foi catholique. Or, la guerre de sécession, elle est entre les planteurs sudistes qui, eux, sont protestants, ne parlent pas le français, ont beaucoup de rapports avec les Anglais, ont toujours eu des relations avec les Anglais d'un côté, qui en fait sont les ennemis mortels des Français, comme on le sait, n'est-ce pas? Merci. Et les nordistes, avec qui bien qu'étant protestants ou je ne sais quoi, ils ne parlent pas français, ont beaucoup de rapports commerciaux avec la Louisiane créole. La Nouvelle-Orléans était le premier port commercial d'Amérique et la deuxième ville la plus importante d'Amérique. Et tout le commerce entre la Nouvelle-Orléans se faisait ou avec l'extérieur ou bien avec New York et Boston, pas avec Charleston ou Atlanta, etc. Également, une autre raison qui fait que les créoles, ou plutôt des gens comme Élisabeth, sentent que cette guerre, ce n'est pas une guerre qui va être gagnée, c'est le fait que le Nord avait 22 millions d'habitants et une infrastructure qui devenait une infrastructure moderne et qui se battait contre le Sud qui avait 8 millions d'habitants, dont 4 millions d'esclaves, et qui n'avaient aucune infrastructure. Et donc des gens comme Élisabeth voient tout de suite que c'est foutu, il ne faut pas la gloire et tout ce qu'on a vu dans les films, ça c'est foutu. Et dès le début, Élisabeth et toute sa famille vont prêter allégeance au Nord. Et ils vont renouer avec la nationalité française pour protéger la plantation de la guerre. Néanmoins, pour protéger un petit peu la famille, ils décampent tous et ils vont dans le nord de la Louisiane. Mais ils laissent Nanette, qui est... je ne sais pas, Nanette c'est la plus vieille, elle a plus toutes ses soeurs, ils la laissent sur la plantation et eux ils s'en vont. Et les Lobel-Mailly, eux ils s'en vont en France. Alors, à la fin de la guerre civile, en fait, la plupart des autres plantations, elles ont été brûlées et décimées, mais pas celle-ci. Et donc, Élisabeth, elle décide de continuer comme c'est. Et malgré le fait qu'elle n'aura plus d'esclaves, pendant pratiquement une dizaine d'années, elle va continuer à faire fonctionner cette plantation. En 1872, à peu près, 1872, oui, son gendre et sa fille veulent absolument leur part pour repartir en France. Et donc, Élisabeth décide de séparer la plantation en deux, la moitié à Émile et l'autre moitié aux aristocrates français. Et pendant 5 ans, Aimée et son mari ne feront que embêter Émile, et donc ils décident de tout racheter. Mais on est après la guerre de sécession, il va faire des dettes gigantesques, il n'est pas fait pour gérer, il n'est pas comme Élisabeth, il n'est pas fait pour gérer, il n'y a plus d'esclaves de toutes les façons. En plus de ça, il joue beaucoup, et il aura d'énormes dettes de jeu. En 1879, il va mourir, pas du choléra cette fois-ci, mais on dit qu'il a usé par je ne sais quoi. C'est son fils qui va reprendre, Georges. Et Georges, il est pire que Émile, il fait encore plus de dettes, et il est incapable, ils disent, il est incapable et incompétent. Donc, c'est pas...
Et donc Laura est forcée de reprendre les mains de la plantation en 1885, et elle vendra cette plantation et elle décidera de fermer les portes et tirer un trait sur le vieux Sud. Elle ne reviendra ici qu'une fois en 1931 et elle ira s'établir à Saint-Louis du Missouri avec sa mère qui mourra là en 1911, son frère qu'on dit être un célibataire endurci en 1953 et sa sœur Noémie qui mourra dans un asile d'aliénés. Tout ça, c'est pas très gai. Et donc voilà, alors elle écrira néanmoins, Laura, ses mémoires, et ces mémoires, c'est vu d'une façon, avec des, on dit ça avec des lunettes roses, et c'est une vie, alors elle parle de ses grands-parents, de ses oncles, etc. Et il semble qu'elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé là-bas. Et moi, je vais vous dire ce qui s'est passé là-bas. Mais bon, on y va? Oui. On n'est pas les seuls qui sont là, hein? La porte. Il va fermer la porte? Il reste un autre français en dedans. Oui, il reste un en dedans, c'est vrai. Super. Il faut les mettre dans ses poches. Non, il passe cette... Oh là là, on n'est pas sorti d'auberge. Alors ici, donc, c'est la ferme. Hein? C'est l'autre côté. On va voir, il y aura des cases d'esclaves. À l'apogée, il y aura 70 cases d'esclaves. Et derrière, il y aura 5000 hectares de canne à sucre. Si tout était ici, de toute façon, il n'y a pas où aller. On a le fleuve de l'autre côté et les marécages qui nous entourent. Il n'y a pas de route. Donc, pour les Blancs, il n'y avait que aller sur le fleuve. Pour les esclaves, il n'y avait nulle part où aller. Donc, ils restaient ici la plupart du temps. La plupart du temps. Alors, justement, après la guerre de sécession, Laura, elle doit avoir environ 10 ans. Et elle nous raconte qu'un jour, elle est ici, qu'elle voit un vieux nègre. Je parle dans le langage de l'époque. Un vieux nègre, et je dis un vieux nègre qui doit avoir 72 ans. Je dis ça. Alors, un vieux nègre de 72 ans qui abreuve les milliers. Et elle va le voir et elle le connaît parce qu'il s'appelle Papa Philippe. C'est un esclave qui a été acheté en 1796 par ses arrière-grands-parents, avant qu'ils achètent même cette plantation. Et quand il avait une dizaine d'années, ce Papa Philippe, il essaye... Le dos, c'est pas bien. Les parents m'ont toujours dit ne tourne pas le dos aux gens. Donc je ne vais pas vous tourner le dos. Alors donc Papa Philippe, il salue, il enlève son chapeau et elle voit qu'il a 3 lettres. Et elle lui dit, Papa Philippe, c'est quoi ces 3 lettres sur ton visage? Et Papa Philippe, il lui explique en créole, ah ma petite demoiselle, quand j'étais petit, je me suis caché dans les marécages. Votre grand-mère Nanette, elle m'a prise et elle m'a marqué au feu rouge, VDP, veuve du parc Prud'homme. Elle marquait tous les enfants au fer rouge. Nanette, qui habitait ensuite ici, était un petit peu comme sa fille, extrêmement cruelle envers les esclaves. Alors, Papa Philippe, il aura une compagne, elle s'appellera Mélanie. Je vous dis ça, mais je ne vais pas vous donner d'explication. Vous devrez vous en souvenir pour l'histoire après. Donc, il aurait une compagne. Je dis une compagne parce que les esclaves n'avaient pas le droit de se marier.
Donc il aura une compagne qui s'appellera Mélanie et ils auront ensemble un petit garçon qui s'appellera Édouard. Suivez-moi. À la fin de la guerre de sécession, il y a l'émancipation. Et une partie des esclaves, les forgerons, les charpentiers, eux trouveront peut-être du travail ailleurs. Et les esclaves de la maison, eux, vont devenir des domestiques. Mais pour les esclaves des champs, il n'y a nulle part où aller. Ils restent ici. Un, ils sont analphabètes. Ils parlent ni le français ni l'anglais. Ils savent rien faire parce que couper la canne à sucre, ça ne demande pas grand-chose. Et donc ils restent ici. Et ils vont passer d'être des esclaves en forme et en fond à esclaves économiques. Et ça, c'est voulu par les planteurs et les gens de cette région, les Blancs. Alors, à Washington, on décrète ce qu'on appelle le Freedmen Act, c'est-à-dire un acte qui transforme les esclaves en personnes constructives, qui vont avoir des jobs, qui vont aller à l'école et qui vont devenir des contractuels, on dirait. Mais cette idée qui s'appelle Freedmen Act, quand ça descend vers la toute basse Louisiane, qui ne peuvent pas lire, ils ne savent pas ce qu'ils lisent, dit la chose suivante: on va échanger votre travail dans la canne à sucre contre le loger nourri, on va vous louer les outils pour couper notre canne à sucre et on va vous vendre des vêtements, des bougies, etc. Et on va vous payer en jetons en bois qui peuvent être échangeables au magasin de la plantation. Et en fin d'année, on fait le bilan. 99,9% du temps, c'est ces gens-là qui doivent aux planteurs. Bien entendu. Tant et si bien que ce système a marché jusqu'en la Deuxième Guerre mondiale. Et les gens sont restés, les arrière-grands-parents, les grands-parents d'un musicien qui s'appelait Fats Domino étaient sur cette plantation. Ils sont restés ici jusqu'en 1945. Les derniers ancêtres, descendants, etc., sont partis de cette plantation, ici, en 1977. Exactement. Alors, je vous ai dit Mélanie, Papa Philippe, etc. Former des noms qui n'ont pas forcément à voir avec leur véritable nom, mais c'est des noms qui ont un son un petit peu américain. Alors, par exemple, en numéro 20, par exemple, Papa Philippe, il vient, on lui fait signer donc ce truc-là, et on lui donne un nouveau nom, et maintenant on va l'appeler Philip Gross. Pourquoi Philip Gross? Pourquoi pas? Voilà, on l'appelle Philip Gross maintenant, on lui fait signer. Et avec lui, il a son fils, et son fils, numéro 10, il s'appelle Édouard. Et on lui donne son nom, alors maintenant il va s'appeler Edward Gross, puisque c'est le fils. Edward Gross, il a une chose intéressante, c'est que Edward Gross, c'est le fils de Papa Philippe et de Mélanie, et donc il est le demi-frère de Louis Falagile, qui lui est le fils de Flagile. Donc il connaît, il sait tout, et il connaît donc
ses parents, ses grands-parents, le fait que les propriétaires blancs ont fait des enfants à sa mère, etc., etc. Et Édouard Gros, donc, on va raconter son histoire. Il est né dans cette plantation en 1835 et il est assistant maçon. Et un jour, il se coupe la main, mal. Et ici, si on se coupait la main et qu'on avait des infections, ça pouvait être très grave. Parce que c'est très insalubre, il n'y avait pas de médecin. Le médecin venait une fois par an. Et si ça pouvait être mauvais. Et pour ne pas que ça s'infecte, Papa Philippe décide de lui trancher la partie de la main et de la cautériser au fer rouge. Sans antiseptique, bien entendu. Il doit avoir, à cette époque, le petit doit avoir 5 ans. Et il ne peut plus travailler comme maçon, mutuellement, et il ne peut pas travailler au champ. Alors on va le faire travailler à la sucrerie. Et c'est un garçon intelligent, il va devenir le maître sucrier de la plantation. Donc l'esclave qui vaut le plus, pas le plus payé, parce qu'ils ne sont pas payés, mais il vaut le plus de la plantation. Et en 1862, quand la guerre civile éclate et qu'il apprend que les troupes du Nord embauchent des troupes noires, lui, il va évader de la plantation et il va aller se joindre aux troupes du Nord. Il va se battre dans plusieurs batailles connues et il aura les dents cassées, il sera sourd, etc. Et à la fin de la guerre, où il a bien fait sa guerre, etc., à la fin de la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il revient ici, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il revient ici, mais là, il va être payé, et pas en bois, parce qu'il va être encore une fois le maître sucrier, on a besoin de lui. Donc il va être payé, et en 1890, il apprend qu'on donne des pensions alimentaires, à Washington, on donne des pensions alimentaires aux anciens du Nord. Et donc, lui qui ne parle rien, il ne parle ni anglais ni français, il ne sait pas écrire, il va, avec son argent, il va employer un interprète et quelqu'un un écrivain, qui va écrire un livre d'environ 200 pages, qui raconte sa vie pendant la guerre, mais surtout sa vie sur cette plantation. Et c'est pas la même chose que Laura nous a raconté, ou que le Flagey nous a raconté, parce que lui, son père, il est né en 1796, avant même que cette plantation, elle existe. Sa mère, elle est née en 1814, et c'est Flagey qui lui a fait un enfant. Et donc, il raconte tout ça, et il donnera donc ce mémoire aux autorités à Washington, et tout nègre qu'il est, qui parle rien, ça sera accepté comme étant la vérité. Donc, c'est marqué, j'ai vu le commentaire, ils disent, il est impossible, alors vous dites, il est impossible que ce vieux nègre nous raconte des histoires, il sait tout, il connaît tout, on lui donne sa pension, et il touchera sa pension jusqu'à la fin de sa vie, ici à la plantation en 1906. Voilà, vous savez tout. Comment? Même s'il retirait une pension, mais Edouard a travaillé jusqu'à quel âge sur la plantation? Jusqu'à qu'il meure. Ok, même s'il avait une pension. Oui, ben, la pension, elle devait être de $2. Ouais. Merci. Voilà, je vous ai tout dit. Vous savez tout. On va retourner et on va passer devant la maison du contremaître.